Bonsoir à tous et merci de nous préférer pour vous informer sur Star 21 TV. À la une de l'actualité de ce soir, le couvre-feu annoncé par le gouvernement de 23h à 4h du matin pour éviter la propagation de la pandémie Covid-19 impacte la liberté de certains citoyens. Vous entendrez leur cri de cœur dans cette édition d'information. Santé également dans ce journal, la fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors de l'accouchement. En Guinée, plusieurs femmes sont victimes de cette pathologie. Les détails, c'est dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire, ce vendredi 30 avril 2021, plusieurs citoyens ont lancé un cri de cœur à l'État face à la situation du couvre-feu qui, selon eux, restreint leur liberté. Cependant, ils souhaitent la levée du couvre-feu ou le repousser à 0 heure. Nana Escondé, Alpha Omar Diallo, reportage. Le couvre-feu, une stratégie instituée par l'État guinéen pour limiter la propagation de la Covid-19. Une décision qui s'applique chaque jour de 23h à 4h. Kernoba estime que cette mesure n'est plus nécessaire à ce stade. Il y a le ramadan maintenant à l'air là, il ne peut pas travailler là. Il y a certains, de 21h, 22h, tout le monde est rentré. Le président, il fallait voir là-bas, même si c'est à 0h, 1h, ils n'ont qu'à augmenter. Parce que les gens souffrent actuellement. L'activité ne marche pas pendant la journée seulement, quoi. Il y a certaines personnes, c'est le soir l'activité qui va marcher. Fatoumata Nana Touré, elle, explique les difficultés rencontrées par les marchands hebdomadaires. Il y a de ces mères qui partent dans des marchés hebdomadaires. Une fois qu'il est 23h, on leur bloque le passage de passer. Et donc, au cas du banditisme, quel serait leur sort vis-à-vis à ces activités du couvre-feu? Je vois ça d'une part, c'est un peu balkanisé d'une part. Cependant, ces intervenants interpellent l'État à revoir cette disposition pour aider la population guinéenne. Ils sollicitent la levée du couvre-feu ou de repousser à 0 heure. Depuis le début du ramadan, les étudiants chrétiens ont du mal à trouver à manger pendant la journée. Une situation qui visiblement crée la frustration chez certains d'entre eux. Ce vendredi matin, à l'université de Sonfonia, où quelques-uns ont dénoncé cette attitude des vendeuses. Alpha Omar Diallo. En ces mois de pénitence, les étudiants chrétiens peinent à trouver de quoi à manger pendant la journée. C'est le cas de ceux de l'Université générale d'Ansana Conté de Sonfonia, explique cet étudiant rencontré sur place. Genre, on a remarqué les points de vente, tout est fermé. Même si tu peux faire le parcours de Conakry, pour avoir un sachet d'eau à boire, ça devient tout un problème pour nous. Le fait de vendre la nourriture pour les autres, pour l'autre religion, je vais parler, la religion catholique, ça devient un problème. Donc, on est obligé de jeûner avec eux jusqu'à 19h pour pouvoir manger la nourriture qu'on veut. L'habit Lillois, également étudiant, dit n'être pas surpris de ces changements. Nous sommes déjà habitués à ça. Et une situation habituelle, je crois que ça ne peut pas prendre assez d'impact négatif sur les gens. Ça ne peut pas avoir des conséquences néfastes. Mais il faut dire que les chrétiens étaient déjà en majorité préparés par rapport, n'est-ce pas, à cette situation. C'est vrai que nous constatons, n'est-ce pas, la rareté de certains aliments tels que le pain, voilà, et tels que les sandwichs qui étaient habituellement qu'on trouvait ici à chaque fois et puis à la récréation. Pourtant, l'on constate la présence de quelques aliments en face de l'université. Mais le problème de qualité et de la quantité se pose. La vie est un peu difficile, puisque nous trouvons difficilement à manger, et surtout d'ailleurs pour des questions de qualité, ou alors pour des questions de goût, puisque la particularité c'est à ce niveau. Les gens ont des goûts très différents. Parfois on a envie de manger quelque chose mais on ne trouve pas. Donc si on ne trouve pas ça, dans la limite du possible, on se demande que faire. Est-ce qu'il faut manger ou est-ce qu'il faut rester sans manger? Une fois à la maison, on mange c'est-à-dire à notre faim. Donc parfois, il arrive qu'on ne trouve pas ce qu'on veut manger et que ce qui est disponible ne nous plaît pas. Donc dans ces circonstances pareilles, on refuse carrément d'acheter et d'attendre pour manger plus tard. Les vendeuses interrogées sur les lieux
nous ont confié que toute vente journalière pendant ce mois de Ramadan serait une perte, car selon elles, la majorité de leurs clients sont actuellement en train de jeûner. En Guinée, la scolarisation des jeunes filles est toujours un défi majeur à relever. Beaucoup de filles dont l'âge varie entre 6 et 17 ans ne sont pas scolarisées. Mais Mouna Sissé Diarabi, activiste, explique que chaque année passée sur les bancs de l'école permet à une fille d'augmenter son futur revenu de 10 à 20%, ce qui participe directement au développement économique de son pays. Kadiatou Bari et Alassane Souma sont allés à sa rencontre ce vendredi 30 avril. Maïmouna Sissé Diarabi, activiste, constate avec amertume ce qu'elle qualifie de discrimination à l'égard des jeunes filles par rapport à leur scolarisation, qui pourtant constitue un facteur d'ouverture pour celles-ci. Alors, je pense que la scolarisation des jeunes filles est un facteur essentiel pour le développement de la nation guinéenne. Quand on parle donc de scolarisation de la jeune fille, c'est lui permettre d'avoir les outils qui vont assurer son développement personnel, mais également le développement de sa communauté. Selon les constats, nombreuses sont les filles qui, à un certain niveau, abandonnent l'école. Pour cet activiste, cela est dû à plusieurs raisons. Souvent, pour les personnes dans les milieux ruraux, l'éducation de la jeune fille n'est pas aussi importante que celle du garçon. Et même quelquefois en milieu urbain, on voit dans la rue les jeunes filles qui vendent, les jeunes filles qui sont dans les familles qui travaillent comme domestiques. Il y a également d'autres problématiques, surtout en milieu rural, comme la distanciation. L'école peut être très loin donc de la maison, ce qui va encore être un frein pour l'accès de la jeune fille à l'école. Cet abandon de l'école n'est pas sans conséquence, soutient Maïmouna Sissé Diarabi. Au niveau personnel, une jeune fille qui n'est pas éduquée ou qui n'a pas fini sa scolarisation sera moins outillée face donc aux obstacles de la vie. On est dans un monde de plus en plus globalisé où l'éducation reste importante. Quand elle n'est pas éduquée, elle a du mal à avoir un emploi, elle a du mal à faire des choix pour elle-même. Par exemple, quand on va parler en termes de maternité, de planning familial, elle peut ne pas avoir accès. Pour changer ce paradigme, Maïmouna Sissé Diarabi estime que la sensibilisation des parents et le suivi de cette couche sont primordiales. Elle invite l'État à encourager la formation de celle-ci pour le bien du pays. La mangue est un aliment saisonnier très consommé en Guinée. Malgré son importance, certains citoyens se plaignent de la cherté du prix de cette denrée produite sur place. Mariam Kindibari et Ibrahima Khalil Silla sont allés à la rencontre de certaines vendeuses au marché de Matoto. Suivez leur reportage. Des mangues de tout genre exposées en quantité et qualité par les vendeuses au marché de Matoto. Cependant, des consommateurs dénoncent la cherté du prix de cette denrée. Une cherté qui justifie cette vendeuse. Le transport nous coûte excessivement cher et aussi nos transporteurs sont attaqués par des malfrats. Le chef de l'État doit nous aider à multiplier les barrages pour sauver la vie de nos chauffeurs. Pour cette autre femme, la mangue est chère à cause des frais de transport auxquels elles sont soumises. Le déplacement est cher et d'ailleurs, c'est 2 millions de francs guinéens que nous payons au compte du transport. C'est dans ça que nous nourrissons nos enfants. Au long de la route, les agents postés font payer aux chauffeurs de l'argent sur tous les barrages et personne ne veut perdre. Donc, c'est ce qui rend les mangues chères. Pourtant, cette denrée alimentaire nécessaire pour une bonne alimentation est produite dans le pays. Ces vendeuses demandent donc aux chauffeurs de baisser les tarifs de transport afin qu'elles puissent satisfaire les populations.
Je vous l'annonçais également au sommaire, chaque année dans le monde, 50 à 100 000 femmes présentent une fistule obstétricale, à savoir une brèche de la filière pelvigénitale, une lésion qui entraîne la communication entre le vagin et la vessie. Lors de l'accouchement, elle survient lorsqu'il y a des complications. En Guinée, nombreuses sont ces femmes qui vivent avec cette pathologie. Yayo Moubari et Ibrahima Païkama. La fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Il s'agit d'une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum, due à un arrêt prolongé du travail en l'absence des soins obstétricaux. Les fistules simples, c'est des fistules de moins d'1 centimètre qui sont à distance des orifices. Distance des orifices, je veux parler du col de la vessie, je veux parler du méa urétral. Les fistules complexes, ce sont des fistules qui intéressent, qui sont proches des orifices, soit du col vésical ou bien du méa urétral. Et la fistule grave, c'est à type de transection. Là, c'est toute la circonférence du col, par exemple, qui est intéressée avec plus ou moins une lésion étendue au niveau de l'urètre. Dans le monde, un peu plus de 2 millions de femmes vivent avec la fistule obstétricale. En Guinée, elles ne sont pas épargnées de cette pathologie. Pourtant, il existe des moyens de prévention et de traitement. Dès l'instant qu'elle fait une CPN correctement, on peut identifier les risques liés à l'accouchement. Donc, prévenir les complications à type de fistule vésico-vaginale. Ensuite, l'autre problème, c'est la couverture sanitaire. Ça, c'est au niveau des autorités. Nous invitons les autorités compétentes à assurer une bonne couverture de l'étendue du territoire. Les postes de santé, qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des agents de santé qui sont capables d'assurer les soins obstétricaux d'urgence. À rappeler que les conséquences de cette maladie sont diverses, notamment la perte de l'enfant pendant l'accouchement, la stigmatisation et la perte du foyer. Direction à l'intérieur du pays, à Kankan, 2 corps sans vie ont été découverts dans la matinée du mercredi 28 avril au quartier Missiran. Le premier a vomi du sang en pleine prière et a rendu l'âme dans une cour en chantier. Le deuxième a été passé à tabac par un groupe de jeunes alors qu'ils se jetaient sur une jeune fille à 1h du matin. On suit cette correspondance d'Abdoulaye Koyassila, basé dans la région. Les citoyens du quartier Missira se sont réveillés ce mercredi avec 2 corps sans vie. Selon Elaz Adama Keita, chef du quartier, le premier corps qui a été retrouvé dans une cour auprès d'une mosquée a vomi du sang en pleine prière surrogatoire. Selon les informations qu'on a reçues, le jeune a vomi du sang pendant qu'il priait. Il a couru pour sortir de la mosquée, puis est allé dans une cour. C'est là où il est décédé et son corps a été retrouvé. C'est dans le secteur Missiran Koko que le deuxième corps a été retrouvé devant la cour d'Alpha Oumar Bari. Il explique. J'ai un jeune étudiant qui est chez moi ici. Il m'a dit que hier nuit, qu'il a entendu un bruit derrière notre cour, que ce matin, il a regardé, il a trouvé quelqu'un couché devant notre porte. C'est tant que je me suis enlevé, je suis venu ouvrir la porte et je me suis rendu compte que la personne est décédée. Selon les informations confiées au chef du quartier, la victime a été prise à partie par un groupe de jeunes aux environs de 1h du matin lorsqu'il a tenté d'agresser une jeune fille. 1h du matin. Il y a une jeune fille qui quittait les toilettes. Le jeune lui a adressé la parole. La fille n'a pas répondu. Mais lorsque le jeune a insisté, la fille a eu peur. Puis il s'est jeté sur elle et elle a crié. C'est ainsi que des jeunes sont sortis. La victime a fui et ils l'ont chassée. C'est finalement son corps sans vie qui a été retrouvé. Présent sur les lieux, le conseiller communal du quartier auprès de la mairie de Kankan a exigé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Mais c'est un crime quand même odieux. Non, il y a bien sûr, il y a du sang au niveau du narine. Si vous constatez, au niveau du narine, il y a du sang. Oui. Et vous voyez les traces sur son corps. Comme vous le constatez, il y a des blessures. Donc, ça demande des explications. Et il faudrait que les enquêtes soient menées afin que les responsabilités soient situées
pour qu'un tel acte ne se reproduise plus. Aux dernières nouvelles, les services de sécurité ont arrêté 2 jeunes et la fille suspectée d'avoir battu à mort ce jeune dont l'identité n'est pas encore connue jusqu'au moment où nous quittions les lieux. C'était un reportage de notre correspondant basé à Cancan. Et puis sport, pour finir, la candidature d'Aboubacar Touré au poste de président de la FEGIFOOT a été annulée le mercredi 28 avril par la commission électorale de recours réunie en session plénière pour statuer sur ce dossier. Ce jeudi 29 avril, le candidat déchu s'est exprimé sur les démarches qu'il compte mener afin qu'il soit rétabli dans ses droits. C'est un reportage de Mohamed Salif Diallo et Alassane Souma. C'est à l'issue de la session plénière de ce mercredi 28 avril 2021 que la commission électorale de recours a rejeté la candidature d'Aboubacar Touré. Ce à cause de la sanction contre le club qui a parrainé sa candidature à l'association sportive de Kaloum par le tribunal arbitral du sport. Le candidat recalé dit être serein. C'est un candidat confiant et qu'on a accueilli cette décision. Et ce n'est point une surprise pour moi en tant que candidat et je m'attendais déjà à cette décision. Et c'est pour toutes ces raisons que dès ce matin, une plainte a été déposée au niveau de la secrétaire générale de la FIFA et au niveau de la CAF et sur les violations des statuts du code d'éthique et du code électoral de notre association par rapport à la commission électorale de recours. La bataille pour la tête de la FEGIFOOT est loin d'être terminée. Aboubacar Touré n'est pas prêt à se plier à la décision de la commission électorale de recours. Et il ne se limite pas à la FIFA, il attaque la décision jusqu'au tribunal arbitral du sport. Et c'est ce que le droit nous autorise. Et sur le plan local, pratiquement tout est épuisé. Et le seul recours aujourd'hui, c'est au niveau du tribunal arbitral du sport. Et nous avons demandé une procédure accélérée pour que nous puissions être rétablis dans nos droits. Et certainement, dès que ce tribunal va recevoir notre recours, certainement d'ici 5 à 6 jours, ils donneront avis favorable à notre recours. Depuis l'annonce de l'annulation de la candidature d'Aboubacar Touré, pourtant qui se voyait élu par acclamation, vu qu'il était finalement l'unique candidat, reste à savoir quelle va être la suite de ce feuilleton. En tout cas, les regards sont tournés vers la FEGIFOOT. Vous l'avez sans doute compris, c'est cet élément de sport qui met un terme à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bonsoir chez vous et surtout bonne suite de programmes sur Star 20 TV.